David Llewellyn a grandi dans une famille britannique de classe moyenne dans l'Angleterre des années 60. Rien dans son enfance ne suggérait qu'un naufrage tragique, survenu plus de 50 ans auparavant, deviendrait le centre de sa vie. Pour le jeune homme du Yorkshire, le Titanic n'était qu'un événement historique qu'il avait étudié à l'école, jusqu'à ce que les cauchemars commencent quand il avait 21 ans. Au début, ce n'était que des images vagues, raconta David plus tard. De l'eau froide, des cris et une terrible peur que quelque chose d'horrible allait arriver. Je ne comprenais pas d'où venaient ces rêves, car je n'avais jamais été particulièrement intéressé par les navires. Les cauchemars devinrent progressivement plus intenses. David se réveillait de plus en plus souvent trempé de sueur, avec des images vives dans sa tête qui ne voulaient pas s'estomper. Il se voyait sur le pont d'un grand navire, sentait le froid du métal dans ses mains et entendait le sifflement de l'eau. Le plus choquant était que ses rêves finissaient toujours avec la même sensation terrifiante. Il savait qu'il allait mourir. Ses rêves étaient si réalistes que parfois je n'arrivais pas à me les sortir de la tête pendant des jours, se rappela David. J'ai commencé à craindre de m'endormir parce que je savais que je retournerais sur ce navire encore une fois. Après avoir lutté avec ses rêves pendant des mois, David décida de chercher de l'aide. Sur la recommandation d'un ami, il rendit visite au Dr. Peter Moss, un hypnothérapeute régressif à Londres. Le Dr. Moss avait travaillé avec l'hypnose régressive pendant plus de 20 ans et avait vu de nombreux cas intéressants, mais même lui remarqua le cas de David. David était très réceptif à l'hypnose, écrivit le Dr. Moss dans son journal. Dès la première séance, il put aller si profondément qu'il perdit presque complètement le contact avec le présent. Quand je l'ai guidé dans le monde de ses rêves, immédiatement, une personnalité complètement différente prit le contrôle. Sous hypnose, la voix de David changea et il commença à parler avec un accent londonien. Il prétendait être Charles Whitman et dit qu'il travaillait sur le pont du Titanic en 1912. Il décrivit en détail les espaces intérieurs du navire, la vie quotidienne de l'équipage et mentionna des détails techniques qu'une personne ordinaire n'aurait pas pu connaître. Selon l'histoire de Charles Whitman, il était un assistant pour les passagers de 3e classe lors du dernier voyage du Titanic. Il avait 27 ans et cela aurait été son premier voyage transatlantique. Sa famille vivait à Southampton, où il était également né. Son père était ouvrier portuaire et sa mère travaillait comme couturière pour des familles aisées. « J'étais si fier de pouvoir travailler sur le Titanic », dit David avec la voix de Charles. « Ce navire était une merveille. Tout le monde disait que c'était l'avenir et je pouvais faire partie de cette histoire. » Le Dr. Moss écouta le récit de David avec fascination. L'homme décrivait la structure du navire, l'agencement des cabines et la hiérarchie de l'équipage avec tant de détails que l'hypnothérapeute décida d'enquêter sur ces détails. Dans les semaines suivantes, il commença des recherches intensives sur l'histoire du Titanic et de son équipage. Ce que David disait correspondait en grande partie à la réalité, nota le Dr. Moss. Il connaissait les dimensions exactes du navire, savait combien de canaux de sauvetage il y avait, et même à quoi ressemblait la salle à manger de 3e classe. C'étaient des détails qu'on ne pouvait pas facilement trouver à cette époque. Pendant les séances d'hypnose, Charles Whitman décrivit en détail les derniers jours du Titanic. Il parla des passagers avec lesquels il travaillait, de ses relations avec d'autres membres d'équipage et de comment il remarqua les premiers signes que quelque chose n'allait pas. « J'ai senti que le navire vibrait différemment, » dit David avec la voix de Charles. Le son des moteurs changea et les membres d'équipage se chuchotaient entre eux. Nous savions que quelque chose n'allait pas, mais personne n'osait le dire à haute voix. Selon l'histoire de Charles,
Il était sur le pont quand le navire heurta l'iceberg. Il entendit le son terrible, sentit le navire trembler et vit la glace tomber sur le pont. Dans les heures qui suivirent, il aida à amener les passagers au canot de sauvetage, avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. « Je savais que je ne survivrais pas », raconta Charles. « Il n'y avait pas assez de canots de sauvetage pour tout le monde, et nous, les membres d'équipage, étions les derniers dans la queue. Mais c'était notre travail. C'était ce que nous avions accepté en montant à bord de ce navire. » Le Dr Moss trouva particulièrement intéressant le récit de Charles sur les derniers moments du navire. David mentionna des détails qui n'apparaissaient que dans des réminiscences rarement citées de survivants. Il savait que le navire se brisa en 2 parties avant de couler, et que la section arrière resta à la surface pendant plusieurs minutes de plus. La description de Charles correspondait à ces récits que les chercheurs ne rendirent publics que des décennies plus tard, écrivit le Dr Moss. Il savait des choses qui n'étaient pas de notoriété publique sur la catastrophe du Titanic à cette époque. Le moment le plus déchirant fut quand Charles décrivit sa propre mort. Il parla de comment il plongea sous l'eau quand le navire coula et de comment il ressentit le choc de l'eau glacée. Il décrivit la sensation terrible quand il réalisa qu'il ne pouvait pas nager jusqu'à la surface et que c'était la fin. « L'eau était si froide que je perdis immédiatement la sensation dans mes membres, » dit Charles. « J'essayais de nager, mais mon manteau et mes chaussures me tiraient vers le bas. Je vis le navire disparaître dans les profondeurs et je savais que j'allais le suivre. » David devenait toujours très agité pendant ces moments. Le Dr Moss devait souvent interrompre l'hypnose parce que l'homme vivait la mort de Charles trop intensément. Après de telles séances, David était confus pendant des heures et avait des difficultés à revenir au présent. « Chaque fois que je revivais la mort de Charles, c'était comme si je mourais moi-même, » dit David. « Je sentais le froid de l'eau, la terreur de la noyade, et ce moment final quand tout devint noir. Je me sentais malade pendant des jours après ces expériences. » Le Dr Moss décida d'enquêter plus profondément sur l'existence de Charles Whitman. Il contacta les archives municipales de Southampton et les chercheurs qui étudiaient l'histoire du Titanic. Les résultats furent surprenants. Bien qu'il ne trouva pas de preuves directes de l'existence de Charles Whitman, plusieurs détails que David mentionna sous hypnose furent confirmés. Les listes d'équipage n'étaient pas complètes et de nombreux noms d'employés subordonnés ne furent pas enregistrés officiellement, expliqua Walter Lord, un chercheur du Titanic. Il est possible qu'une personne nommée Charles Whitman ait vraiment travaillé sur le navire, mais nous ne le saurons jamais avec certitude. Continuant son enquête, le Dr Moss trouva plusieurs détails qui soutenaient les affirmations de David. La description de Charles de Southampton et des conditions de vie de cette époque s'avéra exacte. Il savait comment était la vie des ouvriers portuaires en 1911, connaissait les coutumes locales et même les prix contemporains. David savait des choses sur l'Angleterre de 1912 qu'un jeune homme des années 70 n'aurait pas pu connaître, nota le Dr Moss. Il connaissait la valeur de la monnaie contemporaine, les salaires des ouvriers et même comment était le transport à Southampton. Le détail le plus convaincant, cependant, fut que Charles décrivit avec précision une partie du Titanic que seuls les constructeurs et l'équipage auraient pu connaître. Il parla d'une salle de stockage cachée dans les profondeurs du navire qui ne fut découverte que des décennies plus tard, quand l'épave fut examinée sur le fond océanique. Ce fut le moment où je commençais moi-même à me demander s'il y avait peut-être quelque chose dans tout cela, écrivit le Dr Moss. Comment David pouvait-il connaître une salle dont personne ne savait l'existence à l'époque, et qui ne fut découverte qu'avec la technologie moderne?
Pendant les séances d'hypnose, Charles ne raconta pas seulement sa propre mort, mais parla aussi du sort d'autres personnes. Il se souvenait des passagers avec lesquels il avait travaillé et décrivit ce qui leur arriva pendant la catastrophe. Plusieurs de ces histoires furent par la suite vérifiées grâce aux réminiscences des survivants. Charles parla d'une dame âgée, Madame Harrison, qui ne voulait pas quitter sa cabine, se rappela le Dr Moss. Il s'avéra plus tard qu'il y avait vraiment une passagère avec ce nom, et selon les récits des survivants, elle était effectivement réticente à monter sur le pont. Le cas de David fut bientôt examiné par d'autres chercheurs aussi. Le Dr Ian Stevenson, qui était déjà mondialement célèbre pour sa recherche sur la réincarnation, montra également de l'intérêt pour le cas. Selon Stevenson, le cas de David différait des cas typiques de réincarnation parce que l'homme percevait l'influence de sa vie antérieure, même dans son état conscient. Dans la plupart des cas de réincarnation, les enfants parlent de leurs vies antérieures, puis les oublient en grandissant, écrivit le Dr Stevenson. Dans le cas de David, c'était l'inverse. Les souvenirs commencèrent à l'âge adulte et devinrent de plus en plus intenses. Des sceptiques examinèrent aussi le cas. La Dr Susan Blackmore, psychologue à l'Université de Bristol, suggéra que le cas de David pourrait être de la cryptomnésie, le rappel de souvenirs acquis inconsciemment, qui furent par la suite vécus comme des souvenirs personnels. Il est possible que David ait rencontré l'histoire du Titanic dans l'enfance ou la jeunesse, et que ces informations soient entrées dans son subconscient, expliqua la Dr Blackmore. Sous hypnose, ces souvenirs oubliés apparurent comme des expériences apparemment réelles. Rejoignez ceux qui cherchent la vérité sur les mystères de la conscience. Abonnez-vous à notre chaîne pour être le premier à connaître les dernières recherches spirituelles et histoires de réincarnation. David lui-même lutta avec la façon d'interpréter ses expériences. D'une part, il trouvait convaincant ce qu'il expérimenta sous hypnose. D'autre part, il trouvait difficile de croire qu'il était la réincarnation de Charles Whitman. « Je ne peux pas dire quelle est la vérité », dit-il dans une interview. Peut-être étais-je Charles Whitman dans une vie antérieure, mais il est aussi possible que mon imagination me jouait des tours. La seule chose que je sais avec certitude est que ces expériences semblaient réelles. Le Dr Moss continua le traitement de David, mais déplaça graduellement l'attention des problèmes de vies antérieures vers ceux du présent. Pendant les séances d'hypnose, il essaya d'aider David à traiter la mémoire de Charles Whitman sans laisser cela ruiner sa propre vie. L'objectif n'était pas de prouver ou de réfuter la réincarnation, écrivit le Dr Moss. L'objectif était d'aider David à trouver la paix et l'équilibre. Pendant le traitement, David apprit graduellement à gérer la mémoire de Charles. Les cauchemars devinrent moins fréquents et il devint capable de se rapporter à ses expériences plus objectivement. Bien qu'il n'oubliât jamais complètement l'histoire de Charles, il apprit à la voir comme une expérience intéressante qui ne devait pas définir toute sa vie. « J'appris à vivre avec la mémoire de Charles », dit David des années plus tard. « Je ne la crains plus. Et je n'essaie pas non plus de la supprimer. J'accepte simplement que cela me soit arrivé, indépendamment de comment cela peut être expliqué. » L'impact du cas alla au-delà de l'expérience personnelle de David. Le Dr Moss écrivit un livre sur le cas intitulé « Retour du Titanic », qui attira une attention significative dans le domaine de la recherche sur la réincarnation. Le livre souligna à quel point l'hypnose régressive est un phénomène complexe et avec quel soin les informations obtenues de cette manière doivent être évaluées. Le cas de David montra que la conscience est beaucoup plus complexe que nous le pensons, écrivit le Dr Moss. Qu'il s'agisse de réincarnation ou qu'une autre explication soit derrière, il est certain qu'il existe des états de conscience que nous ne comprenons pas encore complètement.
La psychologie moderne offre plusieurs explications alternatives pour les expériences de David. Les chercheurs de troubles dissociatifs suggèrent qu'il est possible que David ait expérimenté un état dissociatif particulièrement créatif, dans lequel il fut capable de créer une personnalité complète à partir d'informations stockées dans son subconscient. Selon le psychiatre Dr. Richard Friedman, l'esprit humain est capable de créer des fantasmes extraordinairement détaillés qui semblent complètement réels au niveau de l'expérience subjective. Cela ne signifie pas que David mentait ou faisait semblant. Pour lui, ces expériences étaient complètement réelles. La recherche neurologique fournit aussi de nouvelles perspectives sur de tels phénomènes. Avec le développement des techniques d'imagerie cérébrale, nous pouvons maintenant voir ce qui se passe dans le cerveau pendant l'hypnose. Ces études montrent que dans l'état hypnotique, le cerveau traite l'information différemment et des connexions peuvent se former qui n'existent pas dans les états normaux. Pendant l'hypnose, une communication plus intense se développe entre différentes zones du cerveau, expliqua le Dr. Amir Raz, neurologue à l'Université McGill. Cela pourrait expliquer pourquoi les gens sont capables de se rappeler des détails sous hypnose qu'ils ne pourraient pas rappeler dans un état conscient. Le cas de David souligne aussi à quel point le contexte culturel est important dans l'évaluation des expériences de réincarnation. L'histoire du Titanic est profondément enracinée dans la conscience culturelle occidentale et d'innombrables films, livres et documentaires ont été faits à son sujet. Il est possible que David ait inconsciemment absorbé ces informations, puis les ait expérimentées comme sa propre mémoire sous hypnose. Ce n'est pas une coïncidence que la plupart des cas de réincarnation occidentaux soient connectés à des événements historiques célèbres, nota le Dr. James Matlock, un chercheur en réincarnation. Nous entendons rarement parler de quelqu'un qui était un paysan médiéval sans nom dans une vie antérieure. Cependant, il y a des chercheurs qui croient que le cas de David pourrait encore contenir des éléments genuins de réincarnation. Le Dr. Jim Tucker, professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie, argue que la précision des détails et l'intensité de l'expérience personnelle suggèrent que cela pourrait être plus qu'une simple fantaisie. Le cas de David ne fournit pas de preuves claires pour la réincarnation, mais il ne peut pas non plus être complètement écarté, écrivit le Dr. Tucker. Surtout, il montre combien nous savons encore peu sur la vraie nature de la conscience. Le cas soulève aussi des questions philosophiques sur la nature de l'identité et de la continuité. Si David est vraiment la réincarnation de Charles Whitman, que signifie cela pour l'identité? Est-il la même personne qu'était Charles, ou deux individus différents connectés d'une certaine manière? Ces questions vont au-delà du cadre de l'investigation scientifique, écrivit le philosophe Dr. Paul Edwards. Le concept de réincarnation soulève de tels problèmes métaphysiques qui sont difficiles à aborder avec des méthodes empiriques traditionnelles. David lui-même ne donna jamais de réponse définitive sur ce qu'il pensait de ses propres expériences. Des années après les séances d'hypnose, il resta prudent dans ses conclusions. Au lieu de cela, il souligna que l'expérience changea son attitude envers la vie. Indépendamment du fait que j'étais Charles Whitman dans une vie antérieure, l'expérience m'enseigna que la vie est beaucoup plus fragile que nous le pensons, dit David. Chaque jour est un cadeau, et nous ne devrions pas le tenir pour acquis. Au fil des années, David apprit à intégrer la mémoire de Charles dans sa propre personnalité. Bien qu'il ne participât jamais plus à l'hypnose régressive, il sent parfois encore la présence de Charles, surtout quand il rencontre des choses liées à l'histoire du Titanic. Cela ne me dérange plus d'avoir les souvenirs de Charles en moi, dit-il dans une interview ultérieure. Je les vois comme des souvenirs d'une autre dimension
qui enrichissent ma vie plutôt que de la nuire. La recherche du Dr Moss liée au cas de David contribua au développement de la méthodologie de l'hypnose régressive. Il développa des protocoles qui aident à distinguer les vrais souvenirs des fantasmes et recommanda une approche plus prudente pour évaluer de tels cas. Le cas de David m'enseigna que chaque expérience régressive doit être jugée individuellement, écrivit le Dr Moss plus tard. On ne peut pas établir de règles générales parce que chaque personne et chaque cas est unique. La thérapie hypnotique moderne se concentre de plus en plus sur les problèmes présents plutôt que de chercher des vies antérieures. Les professionnels ont réalisé que les objectifs thérapeutiques peuvent être atteints sans avoir à prouver la réalité de la réincarnation. Ce qui est important n'est pas si ce que le client expérimente sous hypnose est vraiment arrivé, expliqua le Dr Michael Yapko, psychologue clinique. Ce qui est important est que cela l'aide à résoudre les problèmes présents et à trouver la paix intérieure. Une des leçons les plus importantes du cas de David fut que le scepticisme scientifique et la pensée ouverte ne s'excluent pas mutuellement. On peut être à la fois critique envers les affirmations extraordinaires et rester ouvert au mystère de l'expérience humaine. Le cas de David montre que nous avons encore beaucoup à apprendre sur la conscience humaine, écrivit le Dr Charles Tart, un chercheur en état de conscience. De tels cas nous aident à poser de nouvelles questions, même s'ils ne fournissent pas de réponses claires. Aujourd'hui, plus de 50 ans après la première séance d'hypnose de David, le cas continue d'être sujet à débat. Certains le considèrent comme une preuve claire pour la réincarnation. D'autres le voient comme un exemple intéressant de fantaisie et de traitement subconscient d'informations. Le Titanic lui-même a aussi gagné de nouvelles dimensions grâce à la recherche moderne. La découverte de l'épave et la technologie moderne ont rendu possible d'examiner en détail ce qui arriva en 1912. Fait intéressant, de nombreux détails que David mentionna avec la voix de Charles ont été vérifiés. Quand nous comparâmes les descriptions de David avec les découvertes modernes, nous trouvâmes des correspondances surprenantes, écrivit le Dr Robert Ballard, le découvreur du Titanic. Bien sûr, ce n'est pas une preuve de réincarnation, mais c'est une coïncidence intéressante. David lui-même a maintenant plus de 70 ans. Il vit une vie retirée et parle rarement de l'histoire de Charles Whitman. Selon ses amis, il vit en paix avec les souvenirs et n'a jamais regretté d'avoir participé aux expériences d'hypnose. David est une personne extraordinaire qui a traversé une expérience extraordinaire, dit le Dr Moss, qui maintient encore le contact avec lui. Indépendamment de comment nous expliquons ce qu'il a expérimenté, il est certain qu'il en fut changé, et ce changement fut positif. L'héritage du cas va au-delà de la question de la réincarnation. Il indique que la conscience humaine est un phénomène beaucoup plus complexe que nous le pensions auparavant. Il montre qu'il existe des états de conscience et des expériences que nous ne comprenons pas encore complètement, mais qui peuvent avoir un impact profond sur la vie des gens. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les derniers mystères de la conscience et les résultats les plus récents de la recherche spirituelle. Le cas de David Llewellyn n'est qu'un parmi de nombreuses histoires qui nous rappellent que la réalité est beaucoup plus compliquée que nous le pensons. Les questions philosophiques soulevées par le cas de David restent actuelles. Qu'est-ce qui constitue l'identité? Comment la conscience se rapporte-t-elle au corps physique? Existe-t-il une quelconque continuité après la mort? Ce sont des questions qui ont occupé l'humanité pendant des millénaires. Et l'histoire de David fournit une autre contribution au débat. Le Dr Ian Stevenson, qui examina plus de 2000 cas de réincarnation pendant sa carrière, considéra le cas de David comme un des plus intéressants. Bien qu'il n'en tira pas de conclusion finale, il vit que ce cas contribue aussi au grand tableau que nous formons sur la nature de la conscience. Chaque cas, comme celui de David,
est une pièce dans le grand puzzle, écrivit le Dr Stevenson. Individuellement, aucun ne prouve rien définitivement, mais ensemble, ils suggèrent que la question de la conscience et de l'identité est beaucoup plus complexe que ne l'affirme le matérialisme traditionnel. L'impact culturel du cas fut aussi significatif. Il inspira des écrivains, des cinéastes et d'autres artistes à explorer le thème de la réincarnation. L'histoire de David apparut dans plusieurs documentaires et continue d'être fréquemment citée quand on discute de vies antérieures. Le cas de David est une histoire qui capture l'imagination des gens, écrivit John Fuller, qui écrivit plusieurs livres sur les phénomènes paranormaux. Il est intéressant non seulement parce qu'il est connecté au Titanic, mais parce qu'il indique des mystères qui existent en chaque personne. La technologie moderne ouvre de nouvelles possibilités pour examiner des cas similaires. Les techniques d'imagerie cérébrale, la recherche génétique et les avancées en physique quantique pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour comprendre la nature de la conscience. Peut-être qu'à l'avenir, nous serons capables de répondre scientifiquement aux questions que soulève le cas de David. Le développement de la science pourrait ouvrir de nouvelles voies dans la recherche sur la réincarnation, écrivit le Dr Pim van Lommel, un chercheur d'expériences de mort imminente. Ce qui semble inexplicable aujourd'hui pourrait s'avérer être un phénomène naturel demain. L'histoire de David Llewellyn est finalement à propos de l'expérience humaine étant beaucoup plus riche et complexe que ne l'assume la pensée quotidienne. Que nous croyions en la réincarnation ou non, des cas comme le sien nous rappellent qu'il y a encore de nombreux secrets attendant d'être découverts dans le royaume de la conscience. L'histoire nous enseigne que nous devons rester ouverts aux expériences inhabituelles et aux nouvelles possibilités tout en maintenant la pensée critique. Le cas de David ne fournit pas de réponse claire, mais il pose des questions qui peuvent nous aider à nous comprendre nous-mêmes et la nature de la conscience plus profondément, comme David le dit lui-même dans une dernière interview. Je ne sais pas si j'étais Charles Whitman dans une vie antérieure, mais je sais que l'expérience que j'ai traversée était réelle pour moi et a changé ma perspective sur la vie. Peut-être que c'est la chose la plus importante, non pas prouver ou réfuter la réincarnation, mais rester ouvert à tous les mystères de la vie.